Il y a une histoire derrière chaque porte. C'est le point de départ de ce nouveau podcast. J'irai dormir chez toi. Je suis Louise, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Depuis longtemps, ces histoires derrière les portes m'intriguent. Je regarde les fenêtres illuminées la nuit, les ombres qui passent derrière, les discussions au balcon, et ça m'interpelle. Que se racontent ces gens? Qui sont-ils et de quoi sont faites leurs vies? Pour ce premier J'irai dormir chez toi, je suis allée chez Mircea. Si tu lis Mademoiselle depuis quelque temps, tu as peut-être déjà vu son nom passer sur le site. Mircea Austin. C'était facile de commencer avec elle. Une jeune femme de 24 ans, ayant en commun avec moi, à minima, un magazine qui me tient à cœur depuis l'adolescence. C'était un bon début. On s'est rencontrés une première fois pour boire un verre, histoire de se présenter, de lui expliquer ce projet de podcast. J'avais plein de questions à lui poser que je gardais pour l'enregistrement. Ensemble, on a parlé de philosophie, de voyage, de sa passion pour Rocky et Bukowski et de notre relation à Internet. Mircea m'a gentiment accueillie dans son appartement cocon, avec une vraie cuisine, un poster de Rocky dans le salon, une belle collection de livres dans sa mezzanine et un chat câlin, mais un peu peureux, Platon. Si tu ne le savais pas, Mircea Austin, sur Mademoiselle, c'est beaucoup d'articles sur la philosophie, une de ses passions. Alors, pour moi, c'était la porte d'entrée. D'où lui vient cette fascination pour cette matière que je trouvais moi-même tellement compliquée quand j'étais en terminale L. Quoi. C'est quand t'as 17 ans et que t'as un adulte qui prend le temps de lire tes dissertes, qui prend le temps de les aimer, de te conseiller, bah c'est valorisant et du coup t'accroches quoi. Je me suis toujours dit, la philo c'est la seule matière où quand t'as 17 ans, t'as moyen de prendre en otage tes profs et de les forcer à t'écouter le temps d'une disserte. Si ton prof est pas trop con. Mais même si il est con, il sera obligé de lire, faut bien qu'il note au bout d'un moment. Donc, Et tu te souviens genre du premier truc qui t'a fait tilt quoi, quand t'as découvert la philo, un auteur ou des idées? D'abord, il y avait vraiment un côté narcissique parce que c'était la première fois que j'étais première de classe. Et où j'avais systématiquement entre 17 et 18. Donc ouais, déjà ça fait kiffer. Ouais. Et le moment qui a fait tilt, je pense que c'est déjà quand j'ai... Bah ça doit être celui dont je me souviens le mieux, qui était une disserte, je me souviens plus des détails, mais de philosophie politique. Et où j'avais un point de vue dans cette disserte d'ado de gauche, mais pas très... qui va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Genre, la guerre c'est mal, etc., quoi. Et le prof m'a pris ma disserte, en gros, il m'a fait comprendre qu'il m'avait mis une bonne note parce que le raisonnement était pas con. Mais il m'a dit, mais par contre, t'aurais pu complètement défendre le contraire. Il m'explique comment. En fait, défendre le contraire, ça voulait dire, dans le cas de cette disserte, être pour l'aristocratie. Donc moi, j'avais un point de vue très classique, le vote c'est bien, le droit de vote c'est bien. Ouais. Et lui, il a dit, ouais, mais là, tu vois, je vais te retourner le cerveau pendant 10 minutes, et à la fin, tu seras forcé de te dire que, en fait, la démocratie, c'est de la merde, et que vive l'aristocratie. Et à la fin de ces 10 minutes, il te forçait de me dire, putain, il a pas tort. Sauf que moi, j'avais pas envie de me dire ça. Donc, du coup, ça me forçait à créer une réponse. Et en fait, du coup, bah, l'enchaînement, argument contre argument, ce qui en philo, pompeusement, enfin, c'est thèse, antithèse, synthèse, m'a fasciné assez vite. Dans une disserte, la thèse, tu défends ta première idée. L'antithèse, tu dois t'auto-contredire pour arriver à une conclusion plus intelligente. Donc en fait, c'est un combat contre toi-même, même si je le formalisais pas comme ça, évidemment, à l'époque. Mais je trouvais ça fascinant, ouais, d'avoir 10 pages de libre expression. Et il y a une disserte où on avait 4 heures, et où je leur ai sorti, je crois, 16 pages. Et en fait, les 16 pages, c'était une épreuve du bac blanc, donc c'était pas corrigé par mon prof, c'était corrigé par quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et cette personne, ligne à ligne, a pris le temps de lire ce que j'avais dit, de dire ce qu'elle en pensait, parfois elle était d'accord, parfois elle était pas d'accord, et de me donner son appréciation, etc. Je me dis, putain, cette personne, je la connais pas, on n'a pas le même âge, pas les mêmes références, et elle m'a accordé probablement une grosse demi-heure de son temps pour lire ce que j'ai fait, et pour penser à ce que j'ai dit, et le dialogue a marché, quoi. Et c'est super puissant, en fait, quand t'as 17 ans et que de base, personne t'écoute pendant plus de 10 minutes, ou te rabaisse dès que tu parles politique, même si j'étais pas dans un... J'avais pas de complexe particulier, mais voilà, tout le monde s'en fout de l'opinion de quelqu'un de 17 ans. Et bah là, non. Et grâce à la philo. Ça, c'était
Je pense que c'est ça qui m'a fait le déclic. Mircea est tellement passionnée de philosophie qu'elle a décidé d'appeler son chat Platon. Que je m'étais dit que je l'appellerais selon un philosophe et que j'allais apprendre à connaître son caractère et que je le baptiserais selon le philosophe qui lui collait le mieux. Trop bien. Et en fait, il est resté très longtemps sous le lit avant d'oser sortir. Et je sais pas si tu connais, mais Platon, il y a le mythe de la caverne. Exactement. Et du coup, ça me faisait marrer, je me suis dit, il est resté longtemps dans la caverne et puis à un moment, il est sorti. Comme en plus, il est croisé siamois, là quand même, tu vois que la maman, elle va pas bien dans sa tête. Comme en plus, il est croisé siamois, donc de race, tu vois, race sacrée, Oui. et que Platon était pro-aristocratie, je me suis dit, ça fait la noblesse de Platon. Ça atteste de son pédigré supérieur, lui qui pourtant n'est qu'un croisé gouttière aussi. En plus, c'est le bon, chez Platon, le bon est affilié au beau. Donc si tu couches avec un petit mec bien frais, c'est bon en fait. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es juste un pervers qui a trouvé un bon coup, et gloire à toi, tant mieux. Mais viens pas me raconter que ça colle à un idéal philosophique supérieur. Non, t'es juste un mec qui a trouvé un bon petit gars. On va se calmer 2 secondes. Mircea m'a fait des maquis et j'ai découvert grâce à elle les dango mochi. Alors, pour être plus précis, ce n'est pas du mochi d'ailleurs, ce sont des dango mochi. Et j'en avais rien à faire et je disais mochi quand même, jusqu'à ce que plusieurs japonais vraiment menacent de devenir violents avec moi, ou presque, parce que j'osais appeler ça. Et j'avais une petite romance d'été au Japon, et il me disait, j'aimerais te faire plaisir, elle a tout à l'air d'adorer les mochi. Et à chaque boutique qui me montrait des mochi, il disait, non mais c'est pas ça que je veux, enfin on va le manger, y a pas de souci, mais c'est pas ça dont je te parlais. Et ça l'a rendu fou. Et on a fait Kamakura, qui est une ville proche de Tokyo, il y a une seule rue. Imagine genre les Champs-Élysées. Ouais. On a fait les Champs-Élysées 4 fois dans les 2 sens, jusqu'à ce qu'on trouve ce que je voulais, donc ça, et qui pète un câble en disant, mais c'est pas des mochi, putain, c'est des dango mochi, forcément je pouvais pas trouver et tout. Et alors c'était bon enfant, il est pas agressif du tout. Je fais bon, maintenant j'ai retenu la leçon. Et chaque année, au Japon, un nouvel an, parce que c'est un plat traditionnel du nouvel an, un nombre important de personnes meurent en mangeant des mochi. Parce que notamment les personnes âgées, du coup elles mâchent pas, elles mâchent mal, et comme c'est gluant, etc., ça tombe dans la gorge et ça bloque. Hein. Et chaque année, il y a une petite dizaine de Japonais, qui y passent. Et voilà, c'est presque aussi traditionnel que d'en manger finalement. L'avantage, c'est que c'est vraiment une recette pour débutants, donc tu peux essayer chez toi. Alors, est-ce que la table va prendre? C'est juste de l'eau, de la farine et du cacao du coup. Et c'est de la farine de riz gluant, c'est De ça? régulier, si tu fais ça avec n'importe quoi d'autre, ça ne marchera pas. Donc en gros, tu mélanges juste la farine de riz et l'eau, et il faut qu'ensuite tu aies une consistance de pâte à modeler. Faut que tu puisses jouer avec, quoi. Si t'as su jouer au Play-Doh à tes 4 ans, tu peux faire ça. Oui, j'ai fait de la pâte à sel aussi quand j'étais petite. Ah tu vois, Voilà. t'es faite pour le mochi. Donc ensuite tu fais un gros boudin, comme quand t'étais petit. Et tu t'en sers de ce boudin pour faire des petites boules. Hop, comme ça. Et du coup, tu fais bouillir dans l'eau après? C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Ouais, c'est d'où vraiment quand je te dis que c'est facile. C'était quand ton premier voyage au Japon? Pas cet été, l'été dernier. Après ça s'est beaucoup accéléré parce que en fait le premier je l'ai fait avec un couple d'amis, qui est une erreur stratégique à ne jamais commettre. Pourquoi? Ils le savent, y a pas de souci, le dialogue est libéré. Ah non, ça c'est pour moi. Le dialogue est libéré à ce niveau. Parce que être la célibataire au milieu d'un couple, ça merde quoi. Enfin, ça se sait, les gens le savent. Toi tu pars en le sachant, mais tu es dans le déni. Mais c'était quand même super cool et j'y suis restée 1 mois. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, je retournerai pas au Japon avant des années. Et là, je croise Chloé Volmerlo, qui est donc photographe aussi à Maz, en soirée, et qui me fait, ça fait chier, faut que je parte au Japon, quoi. J'ai pas le temps, je suis trop busy. Je dis ça, je suis désolée, ça fait genre Chloé est une fille busy. Non, pas du tout. Mais bon. Moi, sur le coup, je l'ai entendu comme ça. Et avec quelques verres dans le nez, je lui fais, écoute, si jamais ça t'emmerde, je prends ta place, quoi. Le lendemain matin, il m'appelle et me dit, Sarah, tu pars. Et du coup, je suis partie en voyage de presse en automne dernier, pendant 1 semaine. C'était cool, parce que c'était un voyage de presse dans une région du Japon, les gens n'ont jamais d'habitude, c'était Sado Island. Et même les Japonais, ils foutent pas un pied. Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est une ancienne île où on envoyait les condamnés, en fait, les condamnés qu'on pouvait pas tuer parce qu'ils étaient nobles et qu'on tue pas les nobles, ou etc. Ouais. On les foutait sur cette île. Donc c'est une île déjà qui a mauvaise réputation. Un jour, on a découvert qu'il y avait de l'or, donc tout le monde s'y est précipité vite fait. Et en fait, maintenant, c'est vraiment un trou perdu du Japon. Enfin, en gros, leurs écoles, elles sont en ruine. C'est la campagne japonaise avec tout le souci de natalité qui va avec, quoi. Des jeunes au Japon, t'en croises à Tokyo, à Kyoto, et puis c'est tout, quoi. Et donc, en fait, c'était cool parce qu'on a été accueillis comme des rois, vu qu'ils veulent ils veulent lancer carrément le tourisme là-bas. Et même si c'était hardcore d'un point de vue pro de tenir le rythme, c'était pas du tout des vacances. C'était quand même. Ouais. Tu y étais pourquoi exactement? Cool. C'était un magazine, c'était toujours un magazine, mais le rédacteur a changé, le rédacteur en chef, qui s'appelle Japan Lifestyle, et qui avait besoin en gros de 6 pages sur ce voyage de presse, quoi. Et le truc, c'est qu'un voyage de presse, c'était vraiment pas en vacances, c'est-à-dire que tu bosses de 6h à 22h, parce que tu dois suivre les gens. Quand tu manges, tu bosses encore, quoi, parce que tu manges avec le maire, du patelin, ce truc. Ensuite, tu dois rentrer, il est 22h, le repas est fini, tu dois rédiger ton article. Et en une semaine, t'es en décalage horaire, du coup, tu dors pas. Et du coup, c'était assez hardcore à tenir, mais c'était cool. On a été dans des espèces des ryokan, qui sont des auberges traditionnelles un peu luxueuses. Les ryokan, je dis luxueux, c'est pas impossible de s'offrir une fois dans sa vie, tu vois, c'est 80-100 € la chambre. Donc c'est rush. Je pourrais pas me l'offrir, mais c'est pas un 3 étoiles place Rivoli, tu vois. À Paris, que là, pour le coup, je pourrais juste jamais me le payer de ma vie. Et donc, ouais, t'as le droit aux très bons restaurants, très jolis hôtels, t'as les guides qui vraiment prennent le temps et tout. Après, le fait que Sado, c'est si isolé et si campagnard, ça fait que l'expérience était quand même super authentique. Parce que ils n'ont pas encore l'habitude de se foutre de la gueule des journalistes, peut-être. On arrivait par ferry, il devait être 22h, et t'as le maire de la ville principale qui est là, avec 5 autres officiels, en file d'attente, avec une banderole de 2 mètres de bienvenue, à nous saluer, à donner les cartes de visite, ce qui est un rituel professionnel très important au Japon. Et donc voilà, accueillis comme des rois, quoi. Ça, je l'oublierai jamais. Le lendemain matin, en attendant que l'eau chauffe pour le thé, on a discuté de ces divers voyages, et notamment du prochain, à Exarcheia, un quartier d'Athènes. Et si tout se passe bien, cet été, je pars en Grèce pour faire un reportage perso pour ma gueule. Parce que j'ai envie d'écrire et que ça fait longtemps que j'ai pas été chercher un bon sujet pour écrire. Ouais. Et en fait, à Athènes, il y a un quartier qui s'appelle Exarcheia, qui est un quartier anarchiste. Et c'est pas anarchiste, un jour ils se sont levés, ils se sont dit on est anarchiste. Parce que dans les années 70, il y a eu la dictature des colonels en Grèce. Et c'est du quartier d'Exarcheia qu'est partie la révolte. Et on va dire en échange, ils ont négocié un statut spécifique. Qui est un statut qui leur reconnaît une certaine indépendance par rapport à Athènes. Et ce quartier-là, qui maintenant est un quartier très branché contre-culture, alternative communautariste de gauche, une sorte de quartier hippie puissance max, quoi. Ouais. Et qui est en fight régulier avec les nazis d'Aube Dorée, accueille aussi énormément de migrants. Et les foires leur donnent des cours, etc. Donc c'est un endroit qui a l'air très vivant, très politisé. Et je commence à me dire que ça pourrait être un bon sujet. J'en parle avec un pote qui a fait un Erasmus et qui me dit bah attends, je vais pouvoir t'as des logements pour 200 balles dans le mois. Ouais. Et comme en ce moment je suis ricrac côté thune, bah du coup ça m'arrange bien. Et je commence à me faire des contacts. Et là ça va quoi, j'ai 2-3 personnes qui sont grecques ou franco-grecques, qui me donnent des infos, des contacts, des bons plans. Trop bien. Ouais. Donc si j'ai pas de couilles financières d'ici là, le prochain voyage c'est Exarcheia et je me suis donné l'engagement moral de revenir avec au minimum 50 pages. Ok. Sans compter les pages de recherche derrière, 50 pages propres quoi. Ouais. Parce que le problème c'est que quand je vais au Japon, à chaque fois je me dis je vais faire plein de trucs et puis je suis tellement amoureuse de ce pays que je reste juste en kiff mais pas très productif, tu vois. C'est comme dans une phase de passion amoureuse où tu regardes l'autre dans le blanc des yeux avec un sourire amié, mais que contrairement il se passe rien. C'est comme ça à chaque fois que tu vas au Japon. Ouais. À chaque fois, c'est 1 mois et demi où je pourrais me mettre dans la rue, sans bouger, et juste faire Japon. Et tellement je suis bien là-bas, quoi. Donc ma productivité en souffre. Et du coup, là, si tu pars en Grèce, tes 50 pages, elles vont contenir quoi? Genre des entretiens, Ouais, alors ça dépend le niveau de kiffance que je veux me donner. C'est-à-dire que pour moi, les entretiens, c'est pas dans les 50 pages, en tout cas pas en entier. Ok. Des bouts d'entretien. Ouais.
Le kiff ultime, mais ça demande un peu de second degré de ma part, c'est d'écrire ça à la façon du journalisme américain, du nouveau journalisme, c'est-à-dire un roman mais basé sur des faits réels, quoi. Mais c'est un énorme travail d'écriture et je sais pas si j'en suis capable. Et sinon, style journalistique, faut voir, ça dépend de l'histoire qu'on me donne sur place, parce qu'en fait la question c'est que je sais le thème, je sais le contexte, mais je sais pas si sur place je vais trouver l'histoire. Ouais. Il faut que tu trouves une personne, ou deux, ou un micro-fait qui va te permettre de construire l'histoire ensuite particulière que tu veux raconter. Donc il faut que je croise les doigts et que je me décarcasse sur place pour trouver une personne qui a une histoire à raconter et mettre en forme son histoire. Et ça, il n'y a rien qui peut le prévoir en fait. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un que je dois voir lundi qui est grec, qui vient de ce quartier et qui elle a des contacts dans les associations sur place d'aide aux migrants. Donc ça fait déjà une bonne base de travail. Donc je vais la voir, j'espère que le courant va bien passer. Et si le courant passe bien, je devrais avoir ces contacts-là. Et en gros, si ces gens n'ont pas de bonnes histoires à raconter, c'est que c'est moi qui suis nulle, quoi. Enfin, de toute évidence, ils ont des choses à dire, tu vois. Ouais. Donc on verra, et je ne me soucie absolument pas de la question de la publication. C'est pour mon kiff, parce que 50 pages, ça correspond à rien. C'est pas un roman, je peux pas le donner à un éditeur. C'est pas un article, tu peux pas le publier sur internet. C'est pour ma gueule. Et après, on verra ce que j'en fais. Et t'as déjà fait ce genre de reportage? Du long forme, non. Et du récit de voyage, non plus. En fait, c'est compliqué, c'est que quand t'aimes autant que moi écrire et voyager, t'as l'impression que du coup, il est logique d'écrire sur tes voyages. Alors que pas du tout. C'est pas... Enfin, pour certains peut-être, mais pour moi, pas du tout. Parce que soit je fais l'un, soit je fais l'autre, mais c'est dur d'avoir l'intensité de la passion sur les deux au top pendant un mois, quoi. Il y a un moment... Moi, je suis la personne qui, à chaque fois qu'elle part en voyage, je achète un nouveau carnet, en pensant avec le nouvel Hemingway, et qui finalement n'en fait rien, ce carnet, parce qu'il y a trop de choses à faire à côté, quoi. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est une question d'autodiscipline, donc on va essayer de faire ça bien. C'est cool. Ouais, on verra. Question de thune, essentiellement, faut que je les Oui, of course. Retour dans le temps. La veille au soir, je lui demandais justement à quelle époque elle s'était mise à écrire et pourquoi. C'était à l'époque où c'était pas encore cool de passer jusqu'à minuit sur des chats IRC. Et on me disait, mais c'est quoi cette jeunesse qui passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, on comprend pas trop. Parce qu'on venait on venait d'avoir le web en illimité dans les maisons. Ouais. Moi je me rappelle pas du temps où il y avait les connexions limitées dans le temps. Et du coup je participais pas mal à des forums, c'était la grande époque des forums PHPBB. Donc moi j'étais sur les forums Captain Naruto, dont j'ai été modératrice. Ah, c'est beau. Wesh ma gueule. Et où j'ai affronté le sexisme en ligne pas mal, vraiment. En gros, soit t'acceptes d'être plus ou moins la petite copine d'un des mecs, auquel cas tu valides ton existence en tant que femme sur ce forum, soit tu refuses les avances de ces hommes, parce qu'ils vont t'en faire, hein, et puis ça n'a rien à voir avec tes qualités personnelles, c'est comme ça. En tout cas à l'époque c'était comme ça. Parce qu'en gros t'étais la fille dans le club des garçons, tu vois. Ouais. Ce qui avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc il y avait Captain Naruto, il y avait des forums de saga MP3, parce que c'était la très belle époque des sagas MP3. C'est des podcasts qui racontaient des histoires, souvent humoristiques, pas tout le temps, et de très grande qualité. En termes de montage, de voix et tout. Souvent c'était un même gars qui se tapait le montage, l'arrangement, qui faisait les différentes voix en modifiant sa voix. Et par exemple, t'as Reflet d'Acide qui existe toujours, parce qu'il sort un épisode tous les ans ou tous les 2 ans, qui dure 1 heure et qui est entièrement fait en alexandrin. Avec 15 personnages à gérer. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et donc en fait, je participais beaucoup, et souvent sur ces forums, il y avait une rubrique littérature, comme aujourd'hui dans Mads. Et on était invités à écrire. Et il se trouve que sur Captain Naruto, ce qui a été un peu mon Woodstock à moi, il y avait une partie créateur-écrivain extrêmement vivante. Où, Avec des fanfics. Alors il y avait une partie séparée fanfic, Ok. donc ça c'était cool. Ah oui, et puis j'ai commencé à écrire avec des fanfics Samouraï Départ Kyo. Parce que j'étais trop amoureuse de Kyo. Et par contre, t'avais une partie isolée pour les gens qui voulaient faire des nouvelles, la poésie, etc. Okay. Et on était un groupe de 10. Et c'était impressionnant, d'avoir eu la chance aussi jeune d'avoir 10 personnes en permanence que tu connais pas, d'âge et d'origines différentes, etc., disposées à te relire et à te conseiller en permanence. Ce qui fait que dès que j'envoyais un poème, j'avais des remarques. Et dès qu'eux mettaient un poème, je leur répondais. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 ans, ultra fertile d'un point de vue créateur.
je dis créateur, mais enfin ça valait ce que ça valait quoi. Et du coup j'ai pas mal écrit grâce à ça. Mais c'était l'époque, moi le souvenir que j'en garde, là en ce moment on parle pas mal du harcèlement des femmes sur internet et tout. À l'époque non seulement t'étais harcelée, mais en plus tu le savais pas parce que personne te l'expliquait, t'avais aucune autre nana pour dire ouais c'est quand même chelou ce qui se passe. Enfin le truc était pas du tout formalisé, donc quand t'avais 15 ans, 16 ans et que tu te prenais tout ça dans la gueule, t'avais pas les mots pour dire tiens c'est bizarre, parce que tous les soirs quand je me couche, je me sens un peu bizarre, pas forcément bien, alors qu'au fond je suis juste devant mon ordi. Et déjà à l'époque t'avais des cons pour dire ouais mais t'as qu'à fermer ton ordi. Je fais ouais mais quand t'as basé une part substantielle de tes relations sociales sur le web déjà, ce qui était plutôt rare à l'époque mais qui était mon cas, tu peux pas juste fermer ton ordi. Sinon tu dis adieu à ces relations sociales et parfois même à tes relations sentimentales. Et donc voilà, c'était un milieu qui n'était pas, comme on dit, safe. Maintenant, un ado qui va sur le web, il y a de fortes chances pour que sa mère voit quand même vaguement qu'est-ce que c'est que le web. Nous, quand on allait sur le web à 14-15 ans, nos parents, les forums, tout ça, ils captaient que dalle, quoi. Et c'était encore l'époque où, sur ces réseaux, t'étais sous pseudonyme, et surtout, t'avais aucune chance, si tes potes et tes parents savaient pas où t'étais sur le web, qu'ils te retrouvent. Que maintenant, sur Facebook, même sur tous les sites les plus populaires du moment, on sait qui tu es, d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, ça se sait. Donc à l'époque, c'était pas le cas. Donc t'avais vraiment une sorte de bulle où tu te trouvais seul au monde avec une personne. Donc déjà, c'est super valorisant. T'as l'impression d'être une héroïne. Et surtout, tu pouvais te lâcher et dire des choses que voilà, tu dirais pas si tu savais que même ne serait-ce que des amis étaient capables de le lire. Tu vois. Et donc tu te confies sur ton mal-être. Que c'est pas un mal-être personnel de fou, tu vois. Mais oui, sur ton adolescence, quoi. Et ça forge et la personne te donne. Il y avait un truc que je trouve tu n'as plus du tout maintenant sur le web, mais c'est peut-être parce que je suis une vieille con. La personne te donnait vraiment du temps. C'est-à-dire qu'une discussion, moi dans les souvenirs, ça nous prenait des heures. Ça prenait des jours même. Ça prenait des week-ends entiers à coup de conversations Skype, de chat IRC et de forums. Où on en a tout le souvenir d'avoir passé des heures sur MSN. On le fait plus maintenant. Facebook, même les conversations Facebook, oui, ça peut durer longtemps, mais tu fais ça à côté de 1000 autres trucs. Tu fais ta converse Facebook pendant que t'es au taf ou à l'école, et puis en même temps tu regardes une vidéo sur YouTube, etc. À l'époque, t'avais ta fenêtre MSN, et c'est tout. Et ça durait des heures. Et du coup, forcément, ça finissait par être super intense. Et d'ailleurs, maintenant, la façon dont les gens se rencontrent sur Internet, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que avant, tu passais 3000 ans à parler avec quelqu'un avant de te décider à la rencontrer en mode waouh. Que là, maintenant, si tu rencontres la personne, mais qu'elle te demande d'attendre 3 jours, t'es en mode ouais, j'ai pas le time, tu vois. C'est le fameux j'aime pas parler en ligne, je préfère rencontrer la personne en vrai. C'est ce qui est pas con en plus. Mais c'est pas du tout la même logique qu'avant, quoi. Ouais. Donc à la fois, je suis un peu nostalgique de cette période, et en même temps, ça crée un entre-soi. Du coup, les conflits, je sais pas si toi t'en avais, mais moi, les conflits sur le web, déjà en plus, voilà, encore une fois, t'as 15-16 ans, le web c'est nouveau, donc tu sais pas mettre la distance entre ce qu'est un conflit et ce que n'est pas un conflit. Donc tout de suite, c'est premier degré, tu y investis beaucoup de temps, et tu dramatises à fond le truc. Donc à la fois, je suis contente d'avoir connu ce moment un peu du web où c'était ultra qualitatif dans les relations humaines. En même temps, tu fais putain les dérives, quoi. Ça prend des proportions. C'est un peu le royaume du drama queenesque, quoi. Ah, c'est ouf, c'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est normal, c'est-à-dire que quand tu peux exister que par l'écrit, si tu dramatises pas le truc, en fait, il n'existe rien. C'est-à-dire qu'envoyer des tonnes de messages en mode salut, ça va, ouais, toi, la famille, ça va, ouais, toi. À la fin, t'as oublié cette conversation. Donc, si tu veux avoir de l'impact sur les gens, t'es obligé, et c'est ce que je vois même maintenant dans les espaces commentaires. C'est-à-dire qu'un espace commentaire où tu dis oui, je suis d'accord, t'es pas lu. Donc en fait, t'as pas le choix, tu dois être en désaccord si tu veux exister sur le web. Moi, au bout d'un moment, c'est vraiment l'analyse que j'ai fini par en faire. Mais de toute manière, sur internet, les gens commentent plus facilement en négatif qu'en positif. Parce qu'en fait, commenter en positif, ça sert à rien. Enfin, pense-t-il. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant, t'as tout un mouvement qui dit pensez à mettre, Fab, il parle beaucoup de ça d'ailleurs. Il pensez à mettre des pouces verts, pensez à commenter même si vous avez aimé, c'est pas évident. Parce que du coup, ça laisse de la place que à ceux qui critiquent. Ouais. Et on est en train d'apprendre ça, sans doute. C'est le seul moyen de faire comprendre aux créateurs ce qui nous plaît ou pas, quoi. Ça, tu le comprends en devenant toi-même un peu créateur, du coup, ça aide un peu. Quand t'as été rédactrice ou autre, tu peux pas dire, ah putain, ouais, c'est un vrai impact. Moi, quand je vois l'article sur la philo,
maintenant 3 ans, 2 ans, 3 ans après. J'ai des nanas chaque année qui viennent me dire Cimer pour cet article, ça m'a aidé et tout. Le jour où il y a besoin d'un article sur la philo 2.0, je le fais. Il y avait des filles qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez d'articles longs poussés. Je sais, moi, la dernière fois que j'ai fait un article long poussé, philo et tout, peut-être ma faute, peut-être mal rédigé, mais t'avais 4 commentaires et 20 partages. Ça ne vaut pas le coup. Derrière, t'as un après-midi de recherche et de rédaction, ça vaut pas le coup. Donc si vous voulez que quelque chose soit continué sur Internet, quoi que ce soit, il faut commenter, il faut réagir, parce que sinon la personne, elle va juste pas persister. Personne n'a envie d'écrire dans le vide, quoi. Ou juste pour la critique. Et je critique pas, en fait, c'est une lutte pour l'attention. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'es sur le web, moi je vois ça, donc maintenant je suis aussi dans le web, mais à l'armée, je vois les statistiques de notre site. Le temps de lecture par page, ça se compte en secondes. T'as 50 secondes. Moi, le moment où j'ai compris ça, j'ai arrêté de faire des articles de 2 pages. Je fais très bien, vous avez 50 secondes, je vais vous faire 4 lignes. Parce que vous me donnez pas plus. Et c'est normal, en fait, c'est une question d'offre de la demande. C'est pas forcément prendre le problème par le bon bout. Mais c'est pour ça qu'on parle d'économie de l'attention dès qu'on parle du web, quoi. C'est que c'est le temps de l'internaute qui a le plus de valeur. Je sais pas comment les convaincre de faire. Il y a le fameux long read, donc ils ont marketé ça dans la sphère du web anglophone. Ils parlent de long read pour mettre en avant le côté qualitatif de la démarche. Moi j'ai adoré Medium à un moment. C'était ça l'idée de départ, je pense, et ils l'ont complètement switché parce qu'ils ont dû se rendre compte, parce que t'as les chiffres, et t'as le chiffre sur Medium du nombre de tes lecteurs qui ont lu jusqu'au bout ton article. Donc par exemple, moi sur un article que j'avais fait, et bah t'as 60% des gens qui ont été jusqu'au bout. Donc en fait, ça veut dire que t'en as 40 qui ont juste cliqué et qui ont fermé la page, quoi. Ouais. Ce qui est énorme. Et en fait, moi je pense que maintenant sur Medium, t'as de plus en plus d'articles qui en vrai prennent 3 minutes à lire, parce que ça s'adresse à des entrepreneurs qui sont busy et qui n'ont pas le time. Et donc en fait, tous les articles, c'est des listes à puces, 3 gros titres en gras, quelques mots en gras, et donc tu déroules. Et même moi je le fais, tu lis les titres, tu lis les trucs à puces, et tu jarres. Et c'est normal, enfin t'as pas de temps à consacrer à ta veille. Moi, ma veille, qui est pourtant censée être un des cœurs de mon métier, comme pour tous ceux qui bossent dans les médias, j'y consacre 20 minutes par jour, c'est pas beaucoup. T'as pas le temps de lire un article qui prend 10 minutes. Donc je sais pas comment le rendre plus sexy, le long read. Mais je me demande si de masse, le consommateur de médias, je m'inclus dedans, va adapter ses usages. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien se rendre compte que tu peux pas avoir accès à la culture en 2 minutes 30. Ou sur ton smartphone en allant pisser, tu vois. Il y a un moment, il faut que tu acceptes de poser ton cul, de regarder qu'une chose, mais de la regarder bien. Moi, actuellement, je suis incapable de regarder un film en dehors d'une salle de cinéma. Je peux plus. Et ça me rend très triste, parce que du coup, mon envie de découvrir le cinéma se fait complètement destroy par mon incapacité à rester 2 heures devant un écran chez moi. Et pourtant, Sans t'arrives à heurter. lire des livres. J'arrive à lire des livres, mais parce que j'ai sanctuarisé un moment, qui est le moment où je vais au lit, où je lis systématiquement maintenant. Et c'est parce que j'ai créé ça que j'en lis. Mais sinon, dans la journée, par exemple, à chaque fois que j'en ouvre une page, je referme, je regarde mes notifications. Et je me demande si on va réussir à s'éduquer là-dedans, à pas être... Parce qu'en fait, vu que c'est notre attention qui a de la valeur, est-ce qu'à un moment on va s'en rendre compte et on va commencer à la vendre cher, cette attention? Et par cher, j'entends à du qualitatif, tu vois. Genre, tu veux 10 minutes de ma vie, je veux bien, mais tu fais 10 minutes de très grande qualité. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ses goûts. On passe un long moment à discuter de littérature. Mircea est une grande fan de Pierre Desproges et Charles Bukowski. Il y a Bukowski, il y a Desproges, dans mes auteurs chéris d'amour. En fait, non, Bukowski et Desproges, c'est pas qu'ils sont les meilleurs, tu vois, je dirais jamais que c'est les meilleurs. Je dirais juste que c'est ceux que j'ai préférés. Ouais. Et après, il y a d'autres livres, d'autres auteurs que j'ai adorés, mais Bukowski et Desproges, c'est les seuls dont j'ai l'intégrale des œuvres que j'ai lues et relues et surkiffées de A à Z. Et Bukowski, pour ceux qui écouteraient sans connaître, en fait, il y a la Beat Generation, qui est un courant littéraire très connu aux États-Unis, qui a donné Jacques Kerouac, Sur la route, etc. William Burroughs. Et qui était la version presque tendre de ce que Bukowski va faire. Bukowski, c'est la Beat Generation, mais avec une grosse gueule de bois. Et du coup, c'est un mec qui a une très faible estime de lui-même, mais qui l'assume, et qui raconte son quotidien sans aucune fausse pudeur de mec alcoolo, moche, obsédé par le sexe, pauvre, postier. À peine 10 ans après la Beat Generation, donc vraiment, il y a ce côté gueule de bois, et il a aucune pitié pour lui-même,
et en même temps, c'est jamais misérabiliste. Et l'équilibre était dur à tenir, et il le fait, et c'est top. Et ses personnages féminins sont fous. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a compris que dans sa vie, il avait trouvé plus ou moins la femme de sa vie, mais sur le tard, et sa femme et lui-même en sont venus au point en disant moi, toutes tes histoires de... Parce qu'il adore écrire des histoires de cul. Toutes tes histoires de cul, là, quand même, c'est en train de devenir sérieux entre nous. C'est chaud. Il a fait OK. Et il s'est défoulé dans un livre qui s'appelle Woman, et où t'as que des histoires de lui qui rencontre des nanas et qui couchent ensemble, et ainsi de suite. Et les personnages de femmes là-dedans sont tellement puissants. C'est des femmes parfois décrites comme folles, parfois décrites comme juste très gentilles et un peu naïves, parfois décrites... Enfin bref, t'as tous les profils possibles. Et il leur laisse le premier rôle dans ce qui est pourtant son autobiographie, ce qui est fort. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bukowski, que je me suis intéressée à son œuvre, et que j'ai tout lu. Il a été très prolifique. C'est marrant, c'est que le dernier qui a écrit Des proches aussi, c'est de la science-fiction. Et Des proches, ce que les gens savent pas, c'est que le seul roman qu'il a écrit, c'est un roman de science-fiction, qui s'appelle Des femmes qui tombent, qui est très bizarre. Des extraterrestres et tout, je comprends pas. Et le dernier roman de Bukowski, dont je me souviens plus le nom, il l'a écrit juste avant de mourir, pareil, c'est une science-fiction. Et alors autant toute sa vie, il a écrit avec ce style très brut, autant le dernier, tu sais pas pourquoi, il touche au sublime, quoi. Là, il part dans de la métaphore poétique, il part vraiment dans un truc encore plus puissant. Et c'est le mec, il a plus de 70 balais, il a écrit genre 10 romans ou je sais pas quoi, et il avait encore ça sous le pied. Chapeau, quoi. Et est-ce qu'il y a des femmes auteurs qui t'ont plu ? Bah, le Mircea Austin, il vient pas de rien. J'ai adoré lire Jane Austen. Et les sœurs Brontë, je sais pas comment on prononce. Non plus. Ah, bah c'est con, mais la femme auteure qui m'a sans doute le plus marqué, c'est J.K. Rowling. Je pense pas qu'il y ait une plume féminine et une plume masculine. Par contre, je pense que quand moi je me cherchais des héros littéraires et que j'avais 16-17 ans, j'avais envie que ce soit des garçons. J'avais envie qu'un mec me raconte sa vie et que je fasse « Oh, il a l'air trop cool !» Et là, tu découvres Bukowski ou Des proches et tu fais « Putain, ils sont trop cool, les gars !» Et je pense qu'à 16-17 ans, j'étais dans la phase où t'as pas envie de dire « Oh, cette meuf, elle est trop cool » parce que t'es con. Et ce côté, genre, moi j'ai toujours été une fille qui s'entendait mieux avec les garçons plutôt qu'avec les autres filles. Ou pas, c'est juste que tu sais pas comment t'y prendre, c'est pas grave, ça va te passer, mais... Donc du coup, à l'époque où j'ai défini mes héros littéraires, c'était pas une époque où j'étais assez ouverte aux femmes. Il faudrait que j'en lise plus maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que je me dis qu'il faut que je lise Colette. Et il y a une réalité qui est très simple et très claire, c'est que j'ai pas la thune pour mes ambitions. Et que je peux pas m'acheter 40 000 livres à la minute. Ouais. Donc voilà. Si, alors il y a aux éditions Marchiali un truc qu'il faut absolument lire. Aux éditions Marchiali, le deuxième livre qui ont sorti qui s'appelle Des femmes qui tombent. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte Virée chez les chasseurs de têtes, il s'appelle. Et c'est une femme journaliste française qui a réellement existé, qui a réellement écrit ce livre que les éditions Marchiali ont ressorti pour l'éditer, qui a été en Asie du Sud-Est, dans une tribu cannibale, dans les années 1800 et quelques. Et la meuf, elle y va, quoi. Tranquillou, toute seule, en solitaire, avec son vagin et son couteau. Et elle se mélange pendant des mois à ces tribus cannibales, quoi. Qui ont des rites qui, je pense, ont de quoi t'étonner pendant quelques secondes. C'est-à-dire qu'avant de manger la personne, on la laisse, notamment les morts, on les laisse décomposer pendant des mois dans les maisons. Qu'on boit ce qui sointe des cadavres. Et donc elle décrit les odeurs qui te prennent au corps comme c'est pas possible. Et elle a un super bon style, elle a vécu des histoires incroyables. Donc voilà, dans le genre femme auteur qui m'a marqué dernièrement, il y a elle. J'ai lu très récemment quand j'ai déménagé. Ouais. J'ai revendu, faut pas déconner, la moitié de mes livres. Oui. Et j'ai enlevé notamment tous les livres que je gardais par snobisme. En me disant non mais t'es une littéraire, tu dois avoir un guide Maupassant chez toi. Je dis, mais t'as jamais aimé Guy de Maupassant, jarte-le. Et t'as la moitié de mes livres qui sont partis comme ça, et ça fait un bien fou. Tous les livres que j'avais jamais lus, que j'avais pas envie de lire, ou j'avais lu, que j'avais pas aimé, que j'avais pas fini, ça dégage. Donc tous les livres que t'as vus en haut, c'est 100% lu, approuvé, aimé, surkiffé, quoi.
Et c'est lesquels tes livres favoris? Parce que là on parlait des auteurs, mais. Bon, on peut aller en haut si tu veux, ça me... Ouais, carrément. Hop, on va voir ça. Alors... Aragon. Aragon, c'est fou. Oh, j'ai jamais réussi à lire Aragon. Aragon, c'est sa poésie qui est magnifique. Mais on m'a volé mon recueil de poésie que j'adorais. Mais c'est lui qui a fait Il n'y a pas d'amour heureux. La chanson que t'as dans 8 femmes. Ça fait comment déjà? Je sais plus. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni son courage. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie n'est qu'un étrange et infini divorce, il n'y a pas d'amour heureux. Alors c'est pas très gai, En effet. mais de la part d'un homme qui a aimé la même femme toute sa vie et qui lui a consacré recueil sur recueil, tu sais qu'il avait bien le droit à sa période un peu nostalgique. Mais Et du coup, t'aimes bien la poésie de manière générale ou juste celle d'Aragon? j'ai eu ma grosse période de poésie quand j'ai découvert Rimbaud et que j'écrivais de la poésie et que j'aimais bien me croire poète. T'as des BD aussi? Ouais, les BD pareil, je pense que les BD... Guy de Lille, Oui, ouf, Guy de Lille. une meilleure personne. Les rêveries d'un promeneur solitaire, d'un gourmet solitaire, qui est un manga où juste le mec il se balade dans des rues et il mange des trucs. Ce qui est la définition d'une œuvre d'art. Ah, c'est ça que je te parlais. Une femme chez les chasseurs de tête, Ok. qui est cool. Je vois Murakami aussi, moi j'ai jamais lu. J'ai pas le meilleur, qui est Kafka sur le rivage. Ok. Kafka sur le rivage, ça te... Fou. C'est toujours très éthéré, c'est toujours... Ouais, c'est des personnages en quête d'un truc, mais qui trouveront jamais, mais c'est pas grave. Ok. Globalement, c'est la conclusion de ses livres. Et il a un style très poétique et tout. Après, moi, j'ai pas du tout aimé les dernières choses qu'il a sorties, où t'as vraiment l'impression que le mec, il sait que maintenant il fait des best-sellers mondiaux, et où son écriture, elle devient mais plate. Enfin, là, moi, j'ai essayé de lire 1Q84, et j'ai détesté, mais genre, détesté comme quand un ami te fait un sale coup, tu vois. T'es genre, mais pourquoi tu fais ça, mon gars? Truman Capote, que je suis en train de lire et qui est fou, de son froid, qui est un vrai fait divers. Et alors moi, c'est un des premiers livres que je ne... D'ailleurs, je crois que c'est le premier que je ne peux pas continuer depuis que je m'en suis arrêtée là. Parce que c'est la scène où il décrit le meurtre. Et qui est tellement bien faite, qu'elle m'a tellement mis mal à l'aise et foutu les jetons, que j'arrive pas à continuer le livre. Parce que j'ai pas envie d'en... Enfin... Ah, c'est pas cool. C'est 2 mecs qui ont assassiné une famille, c'est ça? Ouais, 4 personnes. Et c'est au fin fond de... Un état rural. Ouais. Je sais plus où. Et donc il est avec Harper Lee, c'est ça, je crois. Alors en fait, il parle pas du tout, il le dédie, parce qu'il a fait en partie son enquête grâce à elle, qu'il a introduit dans cet état rural. C'est ça. Par contre, il ne parle jamais de lui-même dans ce livre. C'est-à-dire, il décrit ce qui s'est passé, grâce au témoignage qu'il a fait, mais il n'y a aucun moment où tu as référence à Truman ou aux gens qui étaient avec lui à ce moment-là. Et en fait, Truman Capote, à la fin, je crois qu'il a passé plusieurs années à parler aux assassins, avant qu'ils soient condamnés à mort, et à la fin, il disait « j'ai presque de la sympathie pour eux ». Et ça se voit. C'est-à-dire que quand il décrit l'histoire des assassins, parce que le récit suit 2 voies parallèles, il décrit la famille avant d'être assassiné, donc c'est horrible parce que du coup tu t'y attaches, et il décrit ce qui se passe du côté des assassins avant de passer à l'acte. Alors du coup ça fait le génie de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement, donc tant mieux. Mais quand tu te relèves de tout ça et que tu fais « ouais, ce mec en fait il les a fréquentés pendant plusieurs années et il écrit un livre où limite il dit... » En fait il dit rien mais il porte pas de jugement. C'est un petit peu perturbant. C'est du génie littéraire, mais c'est un peu perturbant pour le lecteur, quoi. Ouais. Tu vois, là, c'est ça l'intégrale de Bucco. T'as le 2e tome, là. Je suis en train de les relire, là, en ce moment. Il y a des livres qui supportent mieux la relecture que d'autres, si tu veux. Ouais. T'as des livres, genre Le Petit Prince, c'est le premier livre que j'ai lu, et je peux le relire chaque année, et chaque année, j'apprends un nouveau truc. Alors qu'il y a des livres, sur le coup, qui me marquent à fond, puis je les retrouve jamais. C'est comme quoi c'est pas... ça évolue beaucoup. Moi j'ai beaucoup lu quand j'étais ado, enfin genre pré-ado, ado, et après ça m'a un peu quitté. À partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait des séries, j'étais là genre fin de ma vie. Après ça peut changer, moi après la prépa on nous a tellement fait lire que j'ai arrêté de lire pendant mes genre 3-4 ans. Ouais. Et je me suis dit bah ça y est c'est fini, c'était ton truc et puis maintenant. Et maintenant c'est boulimique quoi, je reconsacre un budget au bouquin. Ça va, ça vient. Ouais, c'est trop cool. C'est dur à lire là, je m'étais acheté Harry Potter en anglais. Ouais. Le tome 1.
Et bah c'est dur à lire Harry Potter en anglais, et je complexais pas mal, je me disais mais t'es nul, tu sais pas lire un livre pour enfants en anglais. Puis il y a un prof d'anglais là à la fac qui nous en parlait, et il m'a dit vous vous rendez pas compte, J.K. Rowling quand elle écrit en anglais, a une langue extrêmement, alors c'est ce qu'il dit en tout cas, a une langue extrêmement châtiée, extrêmement bien tournée, c'est pas de l'anglais vulgaire quoi, Ouais. c'est vraiment bien écrit. Et donc du coup ça expliquerait aussi peut-être un peu pourquoi c'est compliqué. Ouais. C'est pas du tout T'avais oral. fait un article sur ta relation à l'anglais, non, sur Ouais. Ouais, mais ça va mieux maintenant, on s'est réconciliés. Mais j'avais une prof d'anglais au collège, mais qui me haïssait viscéralement. C'est pas genre, elle pouvait trop pas me kiffer. Non, elle le disait. Elle Ok. disait, je ne t'aime pas en tant qu'individu. Et du coup, je me suis dit, l'anglais en fait c'est de la merde, vu qu'elle est enseignante d'anglais et qu'elle est méchante. En voyageant, j'ai débloqué mes complexes et je me suis mis à parler anglais. Je fais cette interview d'un réalisateur américain pour Mademoiselle. C'est pas Zach Braff. Voilà, c'est Zach Braff. Je fais l'interview. C'est ma première interview en anglais. Moi, j'ai posé mes questions. À la fin, je me dis, c'est dans la boîte. Tu vois. C'est pas l'interview de ma vie. Mais notamment, les réponses de Zach Braff étaient très pro parce que l'acteur. En fait, en junket, c'est ça qu'on dit. Ouais. Junket, c'est en gros l'acteur américain qui a 40 journalistes qui vont passer devant lui dans la journée, à chaque fois 10 minutes chrono, avec L'attaché de presse. l'attaché de presse derrière qui tape sa montre en te faisant comprendre que t'as 10 minutes et pas une seconde de plus. Et lui, enfin qui que ce soit, est parfaitement préparé à dérouler son discours promotionnel avec des éléments de langage. Donc, a priori, sauf moment de grâce, t'auras la même chose que tous les autres journalistes, et c'est pas grave, c'est le jeu. Et malgré mon accent, malgré ma timidité et mon manque de fluidité, il a joué le jeu. Et donc ses réponses étaient très intéressantes. Il a pris le temps de faire le truc et tout. Enfin voilà. L'interview sort, uniquement des réactions à propos de mon accent. Uniquement. Et moi, une ou deux, j'aurais compris. Mais quand tout le propos de cet acteur, qui était intéressant, réel et tout, est gâché par un truc aussi con que t'as un accent français, je me dis juste, enfin, c'est pas logique. Moi, mes phrases, on aurait pu les cutter et mettre juste un panneau avec le texte, écrit la question, il y a des gens qui font ça, Ouais. et laisser ces trucs, enfin, on s'en fout. Et moi, avoir des nanas qui se font plaisir collectivement à dire ton accent de merde, alors que y a un petit travail quand même, honnête, propre derrière, je me suis dit putain, c'est con. Ces réponses étaient intéressantes. Et prenez, sur toute la vidéo, prenez 90% du temps de vidéo. Donc ensuite, un peu en réponse, je fais cet article, genre, en fait, ouais, j'ai un accent, et so what ? Enfin, ça va aller. Et le destin a voulu que depuis, je voyage du coup encore plus, et que maintenant, je n'ai plus aucune remarque de la part d'anglophones notamment. Et je suis contente de mon niveau d'anglais, enfin, je comprends sans sous-titres, Ouais. j'ai toutes les converses que je veux. Donc j'ai pu avoir des histoires d'amour en anglais, alors du coup c'est que ça doit bien aller. Ou alors au contraire, ça explique beaucoup de choses. Mais donc ça va, même si j'ai toujours mon accent, écoute, tant pis, Ouais. c'est la vie. Je t'avoue qu'avoir appris le japonais, pour ça décoince pas mal. Tu parles très bien en anglais, félicitations. Tiens, voilà 1000 kanji, fais-toi plaisir, on en reparle dans 2 jours. Hein? Ouais, c'est pas la même cam. Dans son salon trône une affiche de Rocky, avec un Sylvester Stallone les bras levés vers le ciel. Je lui avoue ne jamais avoir vu la saga. Je l'ai jamais vu, je crois. Rocky, Non. c'est le meilleur des films. Ah ouais. Oui. C'est ton film préféré. C'est mon film préféré, ma série de films préférés, y compris le 4 et le 5. Et y compris Creed, évidemment. Est-ce que ça apporte à débat d'habitude avec les gens qui aiment bien Rocky Ouais, Ouais. clairement. 4 et 5 pue les années 80 à plein nez. Avec la musique, avec les coupes de cheveux, avec Oui, des mais robots c'est ça qui est bizarres. cool. Bah oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ces films sont géniaux, tout comme les autres. Je pense que je brise aucun tabou en disant qu'il y a un lieu où les journalistes de Mademoiselle débattent. Et du coup, j'ai encore accès. Il y avait une nana qui disait oui, je cherche des films, des idées de films. Enfin, je veux faire un article sur les films qui ont changé votre vie. Et j'ai spammé le truc, j'ai fait Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6 et Creed. Voilà, fais ton article. En quoi ça a changé ta vie? Parce que c'est le premier film que j'ai vu où je suis en symbiose totale avec les valeurs du héros, qui devient une sorte de guide et de mentor personnel. Et je trouve que les valeurs de Rocky sont excellentes. Durandal en a fait une analyse bien plus intelligente que celle que je pourrais faire sur YouTube, dans un Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Et en gros, les films Rocky suivent la vie de l'acteur qui quand même du personnage, mais qui ressemble beaucoup quand même à celle de l'acteur.
Et c'est l'histoire d'un mec qui, effectivement, à chaque fois qu'il tombe sur le ring, il remonte. Et en fait, quand tu déclines ça sur une vie, bah t'as une source inépuisable de scénario parce que tu te relèves pas de la même façon à 20 ans à ton premier combat, donc Rocky 1, que au dernier, Rocky 6 à 60 ans, ou que tu le veuilles ou non, t'as 60 ans. Et puis le truc est bourré de tendresse, quoi. Rocky, c'est plus ou moins un illettré, il parle très mal, et il le dit, on le voit jamais écrire, c'est une petite frappe et toute sa banlieue de Philadelphie. Et du coup, à la fin, on lui donne la chance d'affronter le boxeur le plus célèbre de son temps. C'est inspiré d'un fait réel, d'un combat d'un wannabe boxeur contre Mohamed Ali. Et le mec... Je vais pas spoiler la fin. La fin n'est pas une happy end pour le spectateur, mais c'est une happy end pour Rocky. C'est-à-dire que le message qu'il avait besoin d'apprendre dans son parcours initiatique est passé. Donc ça, c'est cool. Dans le dernier, à 60 ans, c'est pas du tout la même leçon de vie, mais c'est normal, quoi. Là, c'est pas un genou qui a des trucs à se prouver. C'est un mec qui a déjà tout prouvé, qui est censé être devenu une célébrité, qui a connu la richesse, etc. Et qui veut juste montrer qu'il partira quand il en aura envie. Et pas à cause de l'âge. Et donc je trouve que le travail de Stallone, dont on aime bien se foutre de la gueule en France, est sur cette série de films d'une subtilité de fou. Et qu'il a tenu à travers les années, et qui a été très bien repris par Creed, d'un autre réal, qui prend très bien la relève. Et donc, Rocky, le personnage, il est pas fut-fut, et il le dit, mais il est bourré de valeurs morales super cool, sans jamais être gnangnan. Donc bravo. Et puis les scènes de combat, elles sont ouf. T'as des patates qui sonnent, tu fais ouh. D'accord. Donc alors attends, donc il y a 5 Rocky avec Stallone et il y a un nouveau... Il y en a 6 avec Stallone, et le nouveau où Stallone tire sa révérence et devient l'entraîneur d'un nouveau boxeur. Ok. Est-ce que c'est le genre de film qui t'a donné envie de faire de la boxe ou pas ? Mais grave, quand tu sors de Rocky, t'as envie de faire de la boxe et de tout déchirer. Moi, je bossais mon mémoire de fin d'études sur du Rocky, tu vois. En mettant mon mémoire, nanana, tu mets l'ordi, je vais tout défoncer. Je vais te faire 10 pages, la cache. Ça fonctionnait ? Ouais. Non, parce que la morale de Rocky, et qui est déclinée dans tous les films, c'est que tu te bats pas pour les autres, bon ça évidemment. Tu te bats même pas pour les gens que t'aimes. Tu te bats même pas pour tes spectateurs et tes fans, tu te bats vraiment que pour toi-même. Et quand t'es dans un effort intense, n'importe lequel, même rédiger un mémoire, il y a un moment où c'est bien de te rappeler que tu fais ça pour toi. Tu fais pas ton mémoire pour ta prod, tu fais pas ton mémoire pour impressionner tes parents, tu fais ça parce que t'as choisi d'être là et que ça te fait kiffer. Et c'est bien de te le rappeler de temps en temps. Je comprends pourquoi t'as besoin de Rocky. Ouais, clairement Rocky était nécessaire à ce moment-là de ma vie. Mais je pense qu'il est nécessaire à tout le monde, à chacun, à un moment de leur vie au moins. Je regarderai Rocky, promis. C'est bien. C'est la fin de ce J'irai dormir chez toi. Merci à Mircea pour le temps qu'elle m'a accordé et son accueil chaleureux. Et merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes et toutes les bonnes applications de podcast et parle-en à tes amis car c'est le meilleur moyen de faire passer le mot. À bientôt.